Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 27 mars 2019. L'actualité, vous le savez, est dominée par les attentats kamikazes hier soir en Guingimi, c'est dans la région de Difa. En effet, 2 femmes se sont fait exploser alors que parallèlement à la périphérie de la même ville de Guingimi, des assaillants présumés des membres de la secte Boko Haram attaquaient le camp des réfugiés situé donc dans la périphérie de la ville de Guingimi. Le bilan annoncé provisoirement pour l'instant est de 12 personnes qui ont été tuées. Les 4 l'ont été par des balles. Les 8 autres ont été calcinées à la suite d'un feu que les assaillants ont mis à une centaine de cases au niveau du camp des réfugiés de Nguingimi. Les précisions dans ce duplex d'un habitant de la ville de Nguingimi, joint dans la mi-journée par Hassan Saleh Mustafa au téléphone. On était même à notre fada exactement vers 21h35. On a pris les premières explosions du côté nord de la ville, et précisément vers la mairie. Et 5 minutes après, on a entendu une deuxième détonation. Après quelques minutes aussi, nous avons vu une lance-roquette qui s'est dirigée vers le sud de la ville. Et tout à coup, on a constaté qu'il y avait quelque chose. On s'est tous dirigés vers la maison, à la maison. On s'est rentré dans nos concessions. Du coup, vers 22h, on voit de la flamme du côté sud de la ville. Personne ne sait ce qui s'est passé. Il a fallu le matin pour qu'on se rende compte que c'était une attaque de groupes terroristes. Et on me parle déjà de 14 morts, y compris les 2 kamikazes. Est-ce que vous avez vu les corps des victimes? Oui, j'étais à la morgue ce matin. J'ai vu les corps. J'étais même sur place là où il y a eu l'incendie. C'est à peu près 50 de maisons en paillotte calcinées, ils ont tout brûlé. J'ai vu les corps au niveau de la morgue de l'hôpital de Guignage. C'est des réfugiés qui ont été attaqués. Ce n'est pas les autochtones, c'est les réfugiés. Et les 2 kamikazes, ils ont ciblé le cœur même du quartier général de sécurité entre la gendarmerie et le camp militaire. Mais l'incendie, c'était uniquement les camps de réfugiés. À Guigny, malheureusement, les réfugiés sont à la périphérie de la ville et au centre de la ville, ils ne sont pas loin de la ville. Et ceux-là qui ont été même victimes, ce sont uniquement des réfugiés, ne sont pas les autochtones. Quelle est maintenant actuellement la situation qui prévoit à Guingimi? La situation, actuellement, les gens se posent trop de questions. Les gens se demandent du coup sur l'importance de l'état d'urgence. Les gens se posent des questions, est-ce qu'on est en sécurité? Il y a la colère qui se salue sur le visage. Et du coup, dans la même nuit, au même moment, si la ville est attaquée du côté nord, l'extrême nord et l'extrême sud, ça veut dire que les gens se disent qu'on n'est pas en sécurité. Et la ville, chacun se bat à ses occupations. On ne sent pas cette psychose d'avant. Les gens, hier nuit, malgré la flamme, les gens se promènent, même ce matin, les gens voient qu'à les occupations. La ville n'est pas du tout calme. C'est une première. On n'a jamais connu un événement comme ça. C'était une première attaque. Comme une première, le bilan est vraiment très lourd. Le bilan est lourd, les gens sont choqués, les gens sont sous vraiment le choc. Voilà, la recrudescence des attaques de la secte Boko Haram dans la zone de Difa, en effet, à l'espace d'une semaine, c'est la 5e attaque que l'on a enregistrée dans cette zone, interpelle donc les différents observateurs de la scène de notre pays. Récemment, l'association alternative Espace Citoyen a interpellé sur cette situation. Je vous propose de suivre quelques éléments de réponse sur cette semblant d'échec de la politique sécuritaire dans la zone de Difa dans ce reportage de Sadou Doumi et Ali Sissé Ibrahim. L'heure est grave. D'une façon récurrente, la région de Difa est victime d'attaques terroristes de la secte Boko Haram. L'horreur qu'on croyait loin de chez nous s'est exportée sur notre territoire où des filles manipulées n'hésitent pas à actionner leur ceinture d'explosifs, sémant du coup la désolation. Alors, qu'est-ce qui explique la détérioration de la situation sécuritaire dans notre pays? C'est un manque flagrant de volonté politique à pouvoir prendre en charge la sécurité des Nigériens. Pour quelles raisons? Tout le monde se pose la question, on ne sait pas. Je suis revenu de Difa moi-même le vendredi passé. On avait organisé des discussions avec les gens, mais tout le monde s'interroge sur quelle est la véritable volonté du gouvernement. Parce que les nuits, pratiquement, les villes et villages sont désertes. Les gens se plaignent du fait que la nuit, il n'y a pratiquement personne. Ils sont à la merci de tout venant, de n'importe quel brigand qui peut opérer comme bon lui semble et impunément.
Et donc, malgré tout, on voit et l'incompréhension est telle que les gens se demandent, mais ce pays-là, on a nos soldats, on a l'essentiel des bases militaires étrangères qu'on dit avoir amenées pour renforcer la sécurité et qui ne produisent aucun résultat. Donc c'est un pays abandonné pratiquement aux mains des bandits, aux mains des brigands. Regardez ce qui se passe dans la région du Difa aujourd'hui. C'est des gens qu'on prenne, qu'on marchande pour payer. J'étais parti il y a moins d'un mois aussi à Bani-Bangou. Les gens se plaignent du fait que des troupeaux entiers sont ramassés par des bandits qui traversent des longues distances sur le territoire national en plein jour et impunément. Ils vont jusqu'à quitter le pays pour pouvoir le faire. Donc il y a un sentiment de déception, un sentiment de désarroi, un sentiment d'abandon exprimé par les citoyens quant à l'attitude que le gouvernement entend entreprendre. Il ne fait pratiquement rien. Aussi se demande-t-on comment faire pour assurer concrètement la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Je pense qu'il n'y a pas de la magie. La première des choses à faire, c'est que le gouvernement doit accepter de redéployer nos soldats sur le terrain et leur donner les moyens appropriés pour pouvoir faire ça face à l'insécurité. On ne peut pas cantonner l'essentiel de nos armements à la présidence et dire que la sécurité du seul président de la République importe sur l'ensemble des Nigériens. S'il se déplace, vous voyez tout le dispositif qu'on mobilise pour pratiquement rendre irrespirable la ville de Niamey. Or, ce n'est pas ici qu'on a besoin de cette forte présence militaire, n'est-ce pas? C'est à l'intérieur du pays, dans les régions principalement concernées par l'insécurité, à savoir Difa, Tillabéri et Tawa. Et chasser carrément les bases militaires étrangères qui ne justifient pas leur présence, qui n'apportent aucune preuve de leur utilité, et maintenant redimensionner. S'il y a lieu d'augmenter l'effectif, eh bien ça relève aussi de l'obligation de l'État de pouvoir le faire pour pouvoir sécuriser les citoyens. La balle est dans le camp des autorités de notre pays qui ont le devoir de repenser intégralement la politique sécuritaire du Niger. Le Conseil d'État a déclaré ce matin irrecevable et a rejeté la requête des admis du concours d'entrée à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique, donc organisé récemment dans notre pays. Un concours qui, vous le savez, avait été annulé. Les admis à ce concours ont donc décidé d'attaquer l'annulation de ce concours au niveau du Conseil d'État qui vient donc ce matin de déclarer irrecevable la requête et le rejeter en même temps. Je propose à cet effet de suivre le résumé de l'énoncé de ce verdict du Conseil d'État avec nos reporters Chebou Guisso et Abdullah Razak Hamidou. Après 3 ans de lutte, 3 ans de bras de fer et d'entretien d'espoir, ce mercredi 27 mars 2019, le verdict final du procès qui opposait l'État du Niger aux agents de santé admis à la fonction publique est tombé et est déclaré irrecevable. Le découragement et la désolation se lisait sur le visage des concernés. Le Conseil d'État vient de déclarer la déchéance de la requête soumise par le Comité national des admis. En tant que citoyen, respectueux de lois et règlements de la République et par ricochet, respectueux des décisions de juridiction, ne pouvant que plier à cette décision rendue par la plus haute juridiction en matière administrative. De reste, si nous avions voulu mener cette lutte de longue haleine, c'est effectivement parce que nous avions voulu jeter les jalons d'une plus grande prise de conscience de la part de la jeunesse, pour qu'à l'avenir, plus jamais une telle abomination que le phénomène de fraude et corruption dans le cadre de l'organisation du concours, pour qu'à l'avenir, les jeunes puissent s'armer du courage, bannir le pessimisme et ne plus jamais accepter que de quelque manière que ce soit, que leurs intérêts soient froissés par la faute des autres, suite à des actes indélicats des personnes peu soucieuses de l'avenir de la jeunesse et de la justice sociale. Et nous avions voulu mener cette lutte de longue haleine, une manière d'attirer l'attention de certains hauts fonctionnaires investis de missions de services publics au niveau de la haute administration, pour qu'ils tirent les conséquences des actes qu'ils tirent. Cette lutte est une manière d'attirer l'attention de certains agents impliqués de quelque manière que ce soit de la délivrance de services publics pour qu'ils soient très conséquents dans le cadre de l'exécution des tâches qui leur incombent. Et également, je tiens à rassurer l'ensemble des camarades ici présents
que nous n'avons pas mené une lutte vaine. Notre lutte s'inscrit dans le cadre d'un changement de comportement. Un changement de comportement de ce haut fonctionnaire dans le comportement est marqué du sort de népotisme. Un comportement dans une attitude clientéliste. Donc, c'est une manière encore d'impulser un changement de comportement dans l'attitude des jeunes. Une attitude pessimiste. Parce que les jeunes tendent toujours à croiser les bras, même lorsque les intérêts les plus dignes et les plus légitimes sont froissés. Pour rappel, ils étaient 1831 agents admis à la fonction publique. Leur requête désormais définitivement rejetée, ces agents pourront se tourner vers l'avenir. Les travaux de construction du barrage de Kandaji ont repris après 6 ans de suspension. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou a procédé hier au relancement des travaux de ce barrage qui va coûter la bagatelle de 740 milliards de francs CFA. Pour la télévision Labari, il y avait hier soir sur le site du barrage de Kandaji, situé à 180 km de Niamey, Chebou Guisso et Adam Soumana. Le pied du mont Ourba, surplombant le majestueux fleuve Niger, est le site retenu pour cette cérémonie à la fois grandiose et historique aux yeux de l'ensemble des Nigériens. Une cérémonie marquant la relance des travaux de construction du barrage de Kandaji, ce vieux rêve nigérien de près d'un demi-siècle dont la première phase d'exécution s'est vue entamée en 2011 avant de connaître une suspension des travaux 2 années plus tard. Aussi, la présente cérémonie constitue une lueur d'espoir pour le peuple nigérien en général et les 58 000 personnes affectées par cet important programme. Des populations riveraines qui n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à cette occasion. Monsieur le Président de la République, toutes ces populations venues nombreuses vous prient d'accepter leur sincère reconnaissance pour votre engagement personnel qui a conduit avec une rare persévérance et un leadership efficace à la présente cérémonie de lancement des travaux de réalisation du barrage. Le programme Kandaji, avec un coût global d'environ 740 milliards de francs CFA pour 4 composantes, a acquis l'adhésion d'une dizaine de partenaires techniques et financiers qui ont d'ailleurs loué l'engagement des autorités nigériennes avec à leur tête le président de la République pour la concrétisation de ce grand projet. Le programme Kandaji, hautement stratégique pour le Niger et toute la région, devient aujourd'hui, grâce à la volonté infaillible des plus hautes autorités nigériennes, sous votre leadership éclairé, Excellence, Monsieur le Président de la République, tout cela devient aujourd'hui une réalité. Mais comment aurait-il pu en être autrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, quand nous connaissons tous votre passion et votre capacité inégalée à relever tous les défis en rapport avec le développement accéléré et transformateur de votre pays et l'épanouissement de ses populations. Puis vint le moment solennel du lancement officiel de travaux par le chef de l'État qui a souligné toute l'importance de ce projet pour le pays en marge de cette cérémonie. Il s'agit non seulement de produire de l'énergie électrique, mais aussi de régénérer l'écosystème du fleuve et également de créer les conditions du développement local. Mais ce qui est surtout important, c'est l'aspect pôle de croissance que constitue ce programme Kandaji. C'est l'aspect développement, parce qu'il est prévu d'aménager des terres irrigables le long du fleuve. Ça sera plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui vont être aménagés et mis à la disposition des populations, ce qui permettra de promouvoir l'irrigation et surtout de l'irrigation compétitive. Parce que le kilowattheure du barrage de Kandaji permettra de diviser le coût de l'énergie par rapport en tout cas au fioul par 10. Aussi, pour montrer leur gratitude au nom des populations de la région de Tillabéri, les chefs de canton de Dessa et celui de Tagazar ont gracieusement offert au président de la République des cadeaux symboliques. Et quoi de plus normal, car c'est un nouveau jalon qui vient ainsi d'être franchi dans la réalisation pour de bon du barrage de Kandaji, combien important pour l'épanouissement des populations de la région du fleuve en particulier et du Niger en général.
Signature de convention hier après-midi entre l'ONG Agropast et la coopération japonaise au Niger au niveau du collège d'enseignement secondaire Salou Jibo de Niamey. Cette convention vise la construction et l'équipement de 5 salles de classe afin de mettre les élèves du dit établissement à l'abri des intempéries. Le point de cette cérémonie de signature de convention avec nos reporters Sadou Doumi et Mariama Christine Barmou. Améliorer les conditions d'études des élèves nigériens au secondaire, notamment ceux des classes en paillotte, c'est l'objectif de cette cérémonie, fruit d'un long processus d'échange entre l'ONG Agropast et l'ambassade du Japon au Niger. Cette signature rentre dans le cadre de l'aide publique japonaise au développement, orientée vers la construction et l'équipement des classes dans les collèges et lycées publics. Cette fois-ci, l'honneur revient au CEG Salou Jibo de bénéficier de cette aide publique. Il s'agit d'une signature de convention entre l'ambassade du Japon au Niger et l'ONG Agropast pour la construction de 4 salles de classe équipées. L'objectif de cette signature, c'est vraiment pour la construction de ces classes, pour mettre à l'abri des intempéries tous ces élèves du CEG Salou Jibo, qui depuis bientôt 3 ans quand même sont derrière nous pour qu'on puisse leur trouver un partenaire. Et nous l'avons trouvé à la personne de l'ambassade du Japon au Niger dans le cadre de l'aide publique au développement japonais. Nous allons construire et équiper 4 salles de classe et un bloc administratif. Le bloc administratif est composé de 2 bureaux. Un bureau pour les surveillantes et un autre pour la directrice et une salle de réunion pour les professeurs. Et toutes ces salles-là seront entièrement équipées. Une action jugée salutaire par la directrice de l'établissement. C'est une signature très salutaire pour nous parce que cette école a été créée et il n'y avait que des paillotes dans l'école. Et vraiment avec ces classes-là, ça veut dire que les enfants vraiment seront à l'abri des intempéries et ils pourront vraiment finir l'année. Puisque d'habitude, s'il n'y a pas les classes en matériel définitif, des gens en main, et les paillotes plient. Et donc, vous voyez, il y a le programme qui n'est pas exécuté à 100%. Et ça fait en sorte que le baisse de niveau ne fait que continuer parce que les enfants ne finissent pas les programmes dans les classes. Et vraiment, ça va permettre à l'école vraiment aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions ainsi que leurs enseignants. Nous sommes vraiment très contents et très réjouis vraiment de cette signature et nous espérons que cette coopération entre le Niger et le Japon va toujours continuer. Ainsi, un appel a été lancé à l'endroit des bénéficiaires afin de s'impliquer pour la réussite de ce projet, mais aussi sur l'entretien de l'ouvrage qui leur sera délivré. Les travaux du congrès ordinaire du syndicat démocratique des routiers du Niger se sont tenus hier mardi. À l'issue des travaux, le bureau sortant a été reconduit. Nous rapportent nos reporters Halidou Bourema et Hassan Saleh Mustafa. Almouya Kouba, le président sortant du SDRN et son équipe ont été reconduits pour un nouveau mandat de 4 ans pour défendre les intérêts des routiers du Niger. Une confiance renouvelée à cette équipe qui s'était battue de la création du syndicat à nos jours pour imposer le SDRN dans le monde syndical nigérien. Je vous remercie. On a gardé le bureau durant 1 an et 7 mois. Et maintenant, à nouveau, la confiance est renouvelée. Merci à tous. Puisse Dieu nous aider à accomplir notre mission. L'Union des travailleurs du secteur des transports et assimilés UTAN et le syndicat des transporteurs libres des marchandises SNTLM félicitent le SDRN. Je me réjouis en tant que secrétaire général de l'UTAN de constater la maturité des délégués, la qualité du travail, l'assiduité des camarades. Cela nous réconforte. Nous, le syndicat national des transporteurs libres de marchandises, nous connaissons bien le syndicat démocratique. Je vous informe que le syndicat démocratique a suivi
tout ce que vous pensez comme attaque, comme insulte, ils ont vu de toutes les couleurs. Vous êtes indivisibles. Je connais le nouveau bureau. Je vous assure, si ce n'est pas que des syndicalistes, si c'était des politiciens, ils pourront amener le pays là à bon port. Ce congrès constitutif s'est déroulé en présence d'un huissier de justice à la grande satisfaction de tous les invités venus des différentes régions du pays, mais aussi des pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir. Audio Jungle.